Mayotte, actualité. Bienvenue à vous dans ce journal de ce vendredi 21 avril 2023 et merci d'être avec nous sur Poésie. Pour l'édition du jour, nous parlerons opération Wambushu J-4, affaire des 6000 déclarations erronées, justice, transport maritime et nous finirons avec l'Aïd el-Fitr. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre, J-4 avant le lancement de l'opération Wambushu. Une opération qui, rappelons-le, n'est toujours pas confirmée officiellement, même si les moyens sans précédent déployés sur le terrain ne laissent place à aucun doute. Et s'agissant de doutes, deux camps se dégagent, chaque camp doute et opère comme il peut pour tenter d'influencer. Hier, c'est le gouverneur par intérim d'Anjouan qui a demandé à ce que l'Union africaine insiste auprès de la France pour annuler l'opération. Selon une bonne partie de l'opinion comorienne, leur pays n'est pas responsable de l'échec de la France à élever les enfants délinquants qui, rappelons-le, sont pourtant la progéniture des ressortissants comoriens arrivés illégalement à Mayotte. À Mayotte, la population est majoritairement favorable à l'opération, même si la crainte des représailles prédomine, notamment chez les élus. Les deux collectifs Loi 1901 et 2018, le CODIM, le REMA et les femmes leaders ont lancé une pétition sur change.org intitulée « Je sauve Mayotte, je soutiens Wambushu » pour enjoindre la population à soutenir l'opération. La pétition a déjà recueilli près de 5000 signatures. Il est certain que les moyens actuels permettront de reprendre une vie quasiment normale pendant 2 mois de leur présence. Le pire serait de s'y habituer et de s'en retrouver privé en septembre prochain, à moins que bien entendu l'opération se solde par un franc succès, ce que beaucoup à Mayotte espèrent. Justice pour la suite de ce journal avec l'affaire des 6000 déclarations erronées. La justice a fait une démonstration de fermeté. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. 6000 déclarations erronées ont conduit de nombreux commerçants, dont une majorité de femmes, devant les tribunaux. Hier, 20 d'entre eux comparaissaient pour déclarations fausses ou incomplètes et escroqueries. La majorité des commerçants a choisi de ne pas être représentés. Ils risquaient jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende en fonction du délit retenu. Dans cette affaire, le tribunal a prononcé des peines avec sursis allant de 5 à 7 mois d'emprisonnement, une période probatoire de 5 ans et l'obligation de rembourser les aides Covid perçues. L'un des commerçants, un pamondien d'une 50aine d'années ayant subi un AVC 2 ans auparavant, a expliqué avoir perçu 39 500 € contre 500 € donnés à une connaissance pour monter ses dossiers. Il a utilisé l'argent pour régler ses dettes, notamment à l'URSSAF, et payer ses factures. Malgré sa situation précaire, avec 3 enfants à charge et 480 € de pension d'invalidité, il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis et à rembourser les 39 500 € perçus. Le procureur a expliqué que l'administration fiscale n'était pas responsable de ses erreurs. Et comme on dit chez nous, Jishtema, toujours en matière de justice, le juge Hakim Karki est remis en liberté en attendant son procès en appel. Vous vous en souvenez, le 16 décembre dernier, l'ancien juge d'instruction du tribunal de Mamoudzou, Hakim Karki, a été condamné à 8 ans de prison ferme dans une affaire de viol remontant à 2014. Une jeune enseignante de philosophie avec laquelle il avait dîné l'accusé de viol dans la nuit du 1er juillet 2014. Devant les nombreuses affaires qui s'entremêlaient entre l'affaire Roukia, celle du GIR et du ciment de Lafarge, l'affaire du juge Karki avait été dépaysée. Pour sa défense, le juge Karki a toujours clamé que les rapports étaient consentis mais qu'il s'agissait d'un complot entre la jeune femme et le cimentier Lafarge. À l'issue du procès de 10 jours en décembre dernier à Paris, Hakim Karki avait été reconnu coupable et condamné à 8 ans de prison ferme et placé en détention. Il avait fait appel et ses avocats avaient demandé sa remise en liberté. C'est chose faite, Hakim Karki est donc de nouveau présumé innocent jusqu'à son jugement en fin d'année en appel. Jugement duquel il pourra se pourvoir en cassation. Le dossier n'est donc pas encore refermé. Transport maritime pour la suite de ce journal. Il s'agit d'un sujet qui inquiète énormément chez nos voisins réunionnais, à savoir que la CMA-CGM vient de racheter les activités logistiques de Bolloré. Or, comme à Mayotte, l'activité portuaire constitue le poumon économique de l'île, à Mayotte, la compagnie maritime CMA-CGM détient plus de 70% de parts de marché dans les mouvements de marchandises. Si la proportion est plus faible chez nos voisins réunionnais, à savoir 35%, le rachat des activités de Bolloré Logistics font quand même craindre la naissance d'une situation de monopole. Cette affaire rappelle évidemment celle du rachat de Vendémia par le groupe Ayotte dans la grande distribution. Le gendarme de la concurrence était passé, obligeant GBH à céder 4 hypermarchés et 2 supermarchés. Alors, est-ce qu'il en sera de même pour ce rachat de CMA-CGM? À suivre. Je vous propose de clôturer cette édition
émission en fête. Et il ne vous aura évidemment pas échappé que dans ce journal, nous tâchons quand même de traiter d'actualité. Il est une fête qui sera, mais qui n'est pas encore. Mais ne pas vous en parler pourrait relever au minimum de l'erreur. C'est la fête de l'Aïd el-Fitr. Selon toute vraisemblance, la nouvelle lune marquant la fin du mois de Ramadan et donc la fête de l'Aïd el-Fitr devrait faire son apparition en cette fin de semaine. Évidemment, malgré un bilan en demi-teinte pour de nombreux commerçants et de nombreux professionnels, notamment des traiteurs et des boulangers, nous en sommes à la dernière ligne droite pour les affaires. Aïd Mubarak à toutes et à tous. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous suivre avec autant d'attention. Alors ce matin, c'est la Sainte Geneviève, hein. C'est pas la Saint Gérald. C'est la Sainte Geneviève. Pour autant, hier, Gérald Darmanin, dans le Figaro, à qui il a accordé une interview exclusive, a confirmé l'opération Wambushu, hein, qui allait commencer. Alors, ils n'ont pas encore... il n'a pas dit que des dates étaient arrêtées, mais enfin, on sait très bien que ça commence lundi. Il l'a qualifié comme une opération de lutte contre la délinquance et l'immigration illégale à Mayotte. Il a justifié l'opération dans les colonnes du Figaro. Il a justifié l'opération par un contexte de délinquance et un climat de violence qui est devenu pour la population insupportable. Il a parlé des barrages, des bandes armées qui cassent tout, de la violence dans les autocars. Il a expliqué que les barrages faisaient fuir les professionnels d'origine métropolitaine qui venaient et qui étaient indispensables pour le territoire et que ça avait assez duré et que donc il a parlé d'un renfort d'environ 500 personnes, ce que nous avons toujours dit ici même, et du matériel qui avait été envoyé sur le département. Il a parlé d'une opération qui allait durer au moins 2 mois, donc peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps. Son objectif, c'est avant toute chose d'interpeller les étrangers en situation irrégulière, de démanteler les bandes de réseaux et de trafiquants. Il a estimé, selon les enquêtes de la police nationale et de la gendarmerie, qu'il y aurait 40 bandes armées violentes à Mayotte que l'opération va démanteler. Il a aussi expliqué que les bidonvilles seraient détruits, pas forcément tous pendant Wambushu, mais en tout cas pendant l'opération Wambushu, ça va y aller sur l'opération, mais que les casses continueront au-delà de l'opération. En parallèle de cette annonce qu'il a fait au Figaro, nous à Mayotte, on a déjà vu les policiers fraîchement arrivés à l'œuvre, puisque hier, les CRS ont fait une déambulation musclée dans les rues d'un bidonville de Tsunzu, celui qui est situé entre la station-service et la mosquée, lieu même où habitent les voyous qui avaient trouvé utile, il y a quelques semaines, le début mars, de défier la police nationale en mettant un cocktail Molotov sous une voiture de police et en la faisant enflammer, ainsi qu'un autre cocktail Molotov qui, lui, n'était pas enflammé dans un autocar. Je pense que la police a reçu 5 sur 5 le message. Première opération de terrain. On va dans le bidonville où la police nationale a été défiée. Est-ce que, messieurs, c'est un geste fort? Moi, je voudrais, pour aller dans ce que vous avez dit, préciser effectivement que le ministre de l'Intérieur s'est vraiment engagé. Et c'est la première fois que le ministre de la République s'engage fortement, notamment celui de l'Intérieur et des affaires de l'outre-mer. Voyez-vous, il dit cette opération vise à ce que les délinquants ne puissent plus avoir le monopole ici à Mayotte. Donc le fait qu'on va éradiquer tout cela, moi je l'encourage et je dis aux parents comoriens qui sont arrivés à Mayotte que l'indépendance des Comores en 1974, ça fait 50 ans. Donc si les Comoriens viennent à Mayotte croyant que nous sommes leurs cousins, leurs frères, et ils viennent pour foutre le bordel, ils ne peuvent pas compter sur moi parce que moi, quand je vais aux Comores, je vais avec un visa, un passeport français. Donc, je ne prendrai jamais la nationalité comorienne. C'est la même que la plupart des Comoriens ont refusé et se cachent en métropole en brandissant des banderoles inadmissibles en disant que Mayotte était comorienne. Mayotte n'a jamais été comorienne. Ce sont les Comoriens qui devraient
négocier un bon voisinage avec Mayotte. Parce que les 150 000 menottes qui sont déjà sur place, je pense que nous allons rentrer quartier par quartier et nous allons mobiliser et Maria Galanta et peut-être les barges pour que tout le monde rentre à la maison. Parce qu'il faut qu'on recommence à bâtir une nouvelle société, un bon voisinage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.